très courageuse. Alors, justement, dans votre question, vous m'aviez évoqué éventuellement le Bucha 2.0. Alors, je vais vous expliquer, je vais essayer d'être rapide. Donc, il faut d'abord se souvenir l'histoire de ce fameux mondialisme lorsqu'il veut réaliser ses guerres de préemption. Et je vais juste, sans rentrer dans les détails, sans réécrire l'histoire, je vais juste vous citer quelques noms. Timisoara, c'était un montage, c'était une mise en scène totale, mais elle a fait chuter un pays. Vous avez vous savez, les bébés irakiens qu'on jette par terre. Oui. Voilà. Donc, ensuite, ou juste avant, vous aviez le massacre de Ratchak, qui a déclenché la guerre en Yougoslavie. Yves Bataille nous a parlé régulièrement dans nos émissions du samedi. On sait très bien aujourd'hui que Timisoara, les bébés éprouvettes, on pourrait rajouter les armes de destruction massive de Saddam Hussein, etc. Donc, ce fameux massacre de Ratchak, on sait très bien que tout ce qui a été dit autour de ces massacres, c'est du vent, c'est du mensonge, c'est du média mensonge, comme dirait Michel Collomb. Parce que, pourquoi? Parce qu'il faut, d'une part, créer un casus belli, parfois pour déclencher une hostilité. Ensuite, il faut acquérir l'opinion dite internationale, qui ne représente que 17% de la population mondiale, mais qu'on autoproclame internationale. Donc, il faut acquérir l'opinion internationale. Et dans notre société du spectacle, pour acquérir l'opinion internationale, eh bien, on utilise le levier de l'émotion. Donc, on fait un focus des images les plus sanguinolentes, les plus épouvantables, pour que l'opinion, finalement, après, accepte n'importe quoi, y compris des destructions massives de pays. Et aussi, troisième intérêt à ce genre de false flag ou de scénario complètement bidon, c'est de faire échouer les négociations et la paix. Souvenez-vous, quand en Syrie, il commençait à en parler de négociations, de sortie de crise, etc., qu'est-ce qu'on a eu? Le massacre de la Ghouta. Et revenons au théâtre ukrainien. Le 14 ou le 15 février 2014, des ministres des Affaires étrangères, je crois allemands, français, britanniques, etc., avec l'américain et l'ukrainien et le russe, se rencontrent à... Non, le russe n'y était pas. Se rencontrent à Kiev et décident, entre les responsables de l'opposition et le gouvernement Yanukovych, de créer un gouvernement de coalition et de déclencher des élections présidentielles anticipées. Donc, ça veut dire que le Maïdan, c'est terminé. On se serre la main, on s'assoit à une table. Ça, c'était le 14 février 2014. Qu'est-ce qu'il y a eu le 18 février? Les tireurs du Maïdan, dont la plupart étaient installés au dernier étage de l'hôtel Ukraina, occupé par les émeutiers. Les tireurs du Maïdan vont en 2 jours tuer plus de 80 personnes. Du coup, les accords de paix, qu'est-ce qu'on en fait? On les déchire, on les met à la poubelle et on continue jusqu'à sa finalité, le coup d'État. Le coup d'État qui met au pouvoir des troublions bandéristes, ultranationalistes, qui aux dernières élections ukrainiennes n'avaient pas obtenu 5% des voix. Donc pour ces gens-là, le seul moyen d'aller au pouvoir, d'accéder au pouvoir, c'était un coup d'État. Donc ils ont fait avorter ces négociations par un false flag pour arriver à leur terme, coup d'État, prise de pouvoir. Après, plus près de nous, lorsque après le départ des troupes russes du côté de Kiev, il commence à y avoir une possibilité de négociation. Donc, il y a une réunion qui est faite sous l'égide du président turc, Erdogan, et cette réunion a lieu à Istanbul.
il y a une délégation ukrainienne, une délégation russe avec les plénipotentiaires turcs. Et en fait, il y aura une déclaration qui s'appelle d'ailleurs la déclaration d'Istanbul. Là, nous sommes fin mars. La déclaration d'Istanbul dit, nous allons mettre en place un processus de rencontres, de réunions diplomatiques en vue de négociations et de sortie du conflit russo-ukrainien. Les diplomates rentrent dans leur pays et qu'est-ce qu'on a le lendemain ? 1er 2 avril, les massacres de Boutcha. Et donc à ce moment-là, le narratif ukro-atlantiste, c'est de dire « Ah ben non, regardez ce qui s'est passé à Boutcha, il est hors de question, là ça tire à côté, là, il est hors de question que nous négocions avec des criminels de guerre. » Donc une fois encore, comme avec les tireurs du Maïdan, on prend les accords diplomatiques qui avaient commencé à être ébauchés et on les jette à la poubelle et on reprend la guerre. C'est systématique. Et ce que je vois là, c'est que l'armée ukrainienne ayant mené cette percée, le système mondialiste peut craindre que finalement Zelensky dise « Ok, maintenant j'ai montré que je pouvais marquer des points, on va s'asseoir, on va négocier ». Donc, que font les ultranationalistes, peut-être même certains mercenaires occidentaux qui sont sur le terrain? Eh bien, ils vont recréer des Boutcha, de façon à faire avorter toute possibilité de négociation diplomatique. Et à l'heure où je vous parle, ça a déjà commencé, c'était l'objet de mon article de ce matin, ils ont soi-disant découvert dans un village quatre personnes civiles torturées et tuées. Donc, avant même que l'enquête commence, on montre du doigt l'armée russe. Systématiquement comme ça. Normalement, on découvre des morts, on déclenche une enquête et après les conclusions de l'enquête, on peut éventuellement montrer du doigt un coupable. D'accord? Donc, je ne fais pas de complotisme. Je fais que du fact. Voilà. Donc là, on a la preuve que le système mondialiste est prêt à n'importe quelle saloperie parce que c'est un système amoral. Il n'est pas immoral, il est amoral. Voilà. Donc ce qu'on voit à Boutcha peut de nouveau se répéter, et a priori ça a déjà commencé au moment où je vous parle, dans les régions de Kharkov qui ont été officiellement reconquises par Kiev. Donc là, j'ai très peur pour les populations. J'ai très peur pour les populations parce qu'on voit une répression, c'est en fait de l'épuration ethnique. Et là, c'est exactement comme ce qui s'est passé pour les populations serbes du Kosovo. Là, on est en train de voir alors ils appellent ça des camps de filtration. Ils appellent ça la filtration de la population. En fait, c'est juste des camps de concentration version 21e siècle. Donc, la filtration que vont opérer le SBU, donc les services de sécurité ukrainiens, avec l'appui et l'assistance des bataillons spéciaux sur les villages russes et russophones de Kharkov, ça va être quelque chose d'épouvantable, je peux vous le garantir. Encore une fois ici, je rêverais d'avoir tort, mais vous savez, 8 ans de présence ici aux premières lignes sur le Donbass, avec tous les bombardements que j'ai vécus, c'est bon, j'ai arrêté de rêver concernant les Occidentaux et leurs proxys, leurs séides. Non, c'est fini. Ça, j'ai arrêté de croire au Père Noël. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.